Le métier d'enseignant est extrêmement difficile, que le nombre de paramètres, de choses qu'un enseignant doit faire dans sa classe est énorme, le nombre de choix qu'un enseignant doit faire dans sa classe est vraiment grand, qu'il est très difficile de savoir si ce que fait un enseignant marche ou ne marche pas. Et pour lui, c'est très très difficile aussi d'évaluer si ce qu'il est en train de faire marche ou marche pas. Et aussi que les enseignants sont très isolés et un peu délaissés, un peu abandonnés dans le terrain. On leur dit, voilà, faites ce que vous pouvez. Et il manque d'un appui. Et j'ai eu cette sensation qu'il manquait d'un appui réel à leur métier. Pendant mon cursus à l'école d'ingénieur, j'ai été aiguillé par des chercheurs à l'école où j'étudiais vers la médecine, où en fait en médecine, il y a, depuis des décennies, il y a un système de recherche qui s'appelle la recherche basée sur les données probantes, qui travaille sur cette question de comment est-ce qu'on peut nourrir la pratique de résultats de la recherche sur qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Donc, pas uniquement sur des médicaments, bien sûr, mais aussi sur des interventions qui sont bien plus complexes que les médicaments, par exemple les interventions psychologiques et des interventions de organisation de l'hôpital. Donc, comment on sait si une telle organisation versus une telle autre organisation de l'hôpital marche ou marche pas. Et en fait, en médecine, ça fait des décennies qu'il y a une méthodologie de recherche qui est mise en place et pour essayer d'apporter des réponses à ces questions-là et pour aussi voir comment ces réponses peuvent, autant que possible, nourrir la pratique. Depuis un an, j'ai rejoint le CRI où en fait j'ai fait un dans le de recherche interdisciplinaire à Paris et où j'ai fait un saut. Disons, l'idée c'était de comment est-ce que je peux apporter d'une part ma motivation pour travailler, pour améliorer l'éducation, ainsi que les méthodes du monde de la médecine sur comment est-ce qu'on peut décider si quelque chose qu'on fait marche ou marche pas. Comment est-ce que je peux essayer de traduire ça? Quelle analogie je peux faire dans le monde de l'éducation? Donc, du coup, c'est le projet prof-chercheur. Donc, aujourd'hui, je suis chef d'une équipe qui s'appelle Teachers as Researchers au CRI, dans lequel on met en place ce projet chercheur dont je vais vous parler. D'abord, bon, pourquoi les enseignants? Pourquoi c'est important les enseignants? Donc, la recherche montre que et, un des facteurs qui a la plus grande influence sur la progression d'un élève, et en plus de quel milieu socio-économique il vient, en plus de ses connaissances initiales et en plus de son genre, et en plus de l'école à laquelle il va, c'est le prof qu'il a. Donc en fait, et ce qu'on appelle le teacher effect, l'effet maître. Et si on a, disons, la chance d'avoir un bon prof, on peut gagner 2 ans d'études en une année de scolarité. Et du coup, le prof peut vraiment jouer un rôle pivot dans le développement des élèves. Mais ce qui est très difficile, c'est qu'on ne sait pas trop qu'est-ce que fait qu'un bon prof. Et donc, et les enseignants qui ont un fort effet maître, ce n'est pas vraiment par leur expérience ni par leur éducation a priori, et qui fait qu'ils aient un grand effet maître. En gros, euh, quelque chose qu'on sait, c'est que, a priori, c'est plus le développement professionnel des enseignants qui fait effet maître, plus que la formation initiale. Donc, et par rapport au développement professionnel, ce que suggère la recherche, c'est que, d'une part, les pratiques de type top-down, du type on dit aux profs comment il faut enseigner, et ça n'a pas trop d'effet sur l'effet maître. Par contre, toutes les pratiques qui sont de type réflexive et collaborative, c'est-à-dire inviter les enseignants à réfléchir sur leurs propres pratiques et à collaborer par rapport à cela, ce sont les méthodes de formation continue qui, a priori, en tout cas ce que dit la recherche qui est très partielle sur le domaine, suggère que ça a le plus d'effet sur la formation des enseignants.
et sur l'effet chez les étudiants. Donc, ce qui voudrait dire en d'autres termes, c'est un peu triste à dire, mais en fait, on ne sait pas trop comment former un prof autre que de lui dire, bah, va dans le terrain, expérimente dans ta classe, vois ce qui marche et ce qui ne marche pas et apprends comme cela. Et au mieux, partage avec des collègues. Être réflexible vis-à-vis des pratiques, c'est-à-dire de réussir à expliciter quels sont mes objectifs pédagogiques ou quels sont mes objectifs éducationnels, qu'est-ce que je mets en place pour atteindre ces objectifs pédagogiques ou éducationnels, quels sont les résultats que j'observe de cela et quelles sont les leçons que j'ai apprises de ça, comment je vais modifier mes pratiques par rapport à cela, comment je vais avancer par rapport à cela, et tout ceci dans mon contexte particulier de ma vie professionnelle, de ma classe, de mes élèves, de mon école, de ma vie personnelle, etc. Donc ça, c'est la réflexivité. Donc, pour, euh, pour former les profs, une façon qui a beaucoup de chances d'apporter de l'information positive, disons, aux enseignants, c'est de les accompagner à être réflexifs, c'est-à-dire de les accompagner à avoir cette démarche de qu'est-ce que je mets en place, quels sont mes objectifs, qu'est-ce que je mets en place dans ma classe, quels sont les résultats que j'observe et qu'est-ce que j'ai appris par rapport à cela. Et en fait, quelque chose qui est assez intéressant, c'est que on n'arrive pas à dire aux enseignants et on n'arrive pas à leur dire a priori, bah, il faut enseigner comme ceci, c'est ça qui marche et c'est ça qui marche pas. Mais en fait, on peut leur dire, toi, dans ta classe, tu peux, en testant des choses, identifier qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas en fonction de ton contexte particulier. Et en fait, cet apprentissage individuel qui s'est fait au sein de chaque classe est, est une source extrêmement riche disons, de évidence ou de données probantes à l'échelle micro, disons, de ce qui marche et ce qui marche pas. Et si on pouvait collecter tous ces apprentissages individuels des enseignants, de chacun, qu'est-ce qu'il met en place, qu'est-ce qu'il apprend de cela, et qu'on arrive à les collecter d'une façon à ce qu'on puisse les agréger, il serait peut-être possible de créer disons, une base de données très riche et contextuelle de qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Ensuite, j'ai dit donc la réflexivité et la collaboration. Donc, comment la collaboration peut entrer dans le processus de réflexivité. On peut par exemple avoir plusieurs enseignants qui ont des objectifs communs. Donc, en gros, on a tous l'objectif de enseigner je sais pas, enseigner les maths par le jeu. Et du coup, pour cela, il y a plusieurs types d'actions différentes qu'on peut mettre en place dans notre classe pour enseigner les maths par le jeu. Donc déjà, ça peut être une façon collaborative de mettre en place un processus réflexif, c'est on a un même objectif et on met en place des actions différentes, chacun dans son contexte particulier. Une autre façon de le faire, c'est, par exemple, je suis un chercheur ou un enseignant et j'ai créé une mallette pédagogique pour enseigner les maths par le jeu. Et du coup, je vais les donner à tous les enseignants. Et du coup, on va avoir une action commune qui est cette mallette pédagogique pour enseigner les maths par le jeu. Et ensuite, on va partager quels sont les résultats qu'on a observés. D'autres façons d'avoir une collaboration, une réflexivité collaborative, c'est de se dire, bah, en fait, on a un même contexte, on est dans la même école. Du coup, on travaille ensemble, même si chacun a des objectifs différents, si chacun met en place des actions différentes, on a le même contexte. Et puis, une autre façon d'avoir une réflexivité collaborative, c'est en fait de mettre ensemble des enseignants qui chacun a des objectifs différents, des contextes différents, des actions différentes, mais juste les faire partager chacun sur quelles sont les leçons qu'ils ont appris, quels sont leurs apprentissages vis-à-vis de leur propre pratique. Les modèles pour accompagner les enseignants à avoir une posture réflexive et collaborative existent depuis des décennies. Donc, en particulier, il y a la recherche-action, il y a ce qu'on appelle la teaching research, il y a même un mouvement qui s'appelle le Teachers as Researchers, donc c'est pas moi qui ai inventé ce terme. Il y a aussi les communautés de pratique professionnelles et les lesson studies au Japon. Donc, c'est quelque chose qui est déjà très, très connu. Mais malheureusement, peu de ces méthodes, donc il est rare, donc on est en train de mettre en place en ce moment une revue systématique de la littérature de ces méthodes-là pour essayer de montrer qu'en fait peu de ces méthodes sont réplicables, c'est-à-dire s'il y a des gens dans une école qui ont mis en place une méthode
collaborative et réflexive dans leur école ou dans leur lieu de travail ou entre collègues, il est très difficile de faire la même chose qu'ils ont fait. Il est très difficile de se réunir et suivre un peu les mêmes étapes pour réfléchir ensemble. Il y en a peu aussi qui soient facilement passables à l'échelle, c'est-à-dire peu de méthodes qui permettent de faire que le travail fait par un petit groupe puisse être aussi fait par un très grand groupe d'enseignants. Et, et là, pour le coup, je pense qu'il n'y en a aucune moi j'ai vu et, qui permettent de, en même temps qu'on invite les enseignants à devenir réflexifs sur leurs propres pratiques, de façon collaborative, on puisse en même temps collecter les données dans le contexte de chacun, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Donc, on a mis en place, en ayant ça en tête, on a mis en place ce qu'on appelle les ateliers prof-chercheurs ou le dispositif prof-chercheur ou le workflow prof-chercheur. Donc, l'objectif, c'est en fait c'est d'accompagner des groupes d'enseignants à, à avoir une réflexivité collaborative par rapport à leurs propres pratiques qui permettent d'une part d'accumuler en fait ces connaissances du terrain donc c'est accumuler ces apprentissages individuels du terrain et qui en plus permet de créer une communauté d'enseignants et qui soient engagés et qui puissent passer à l'échelle. Donc, quelle est la philosophie derrière ça? C'est ce qu'on appelle les sciences participatives de l'éducation, en fait, ou les citizen science of education. Donc, c'est en fait l'enseignement et l'apprentissage, ça se passe tous les jours. Et tous les jours et partout pour tout enfant. Donc tous les enfants, ils vont à l'école. Bon, aujourd'hui, ils vont plus trop à l'école à cause du confinement, mais en temps normal, tous les jours, des enfants vont à l'école. Ou en tout cas, tous les jours, des enfants sont en contact avec leurs enseignants et les enseignants leur enseignent. Et ça, partout dans le monde. Et en fait, chaque enseignant, il pourrait être vu comme un mini-chercheur en sciences de l'éducation si on tenait en compte, si on donnait valeur à ces expérimentations qu'il met en place dans sa propre classe. Et chaque classe aussi pourrait être vue un peu comme un laboratoire de recherche vivant pour les sciences de l'éducation. Et en fait, si on accompagne les enseignants à partager de façon ouverte et structurée ce qu'ils font dans leur classe ou ce qu'ils font avec leurs élèves, les résultats qu'ils observent, et ce collectif pourrait devenir on pourrait passer d'un enseignant individuel isolé dans sa classe qui réinvente la roue vers un collectif d'enseignants qui ensemble arrivent à accumuler de la connaissance et arrivent à faire face à des nouveaux défis. Donc, et, les ateliers prof-chercheurs, en fait, c'est un accompagnement tout au long de l'année dans lequel on accompagne des enseignants, mais aussi d'autres acteurs du système de l'éducation. Donc, en France, le terme, c'est conseiller pédagogique ou inspecteur d'académie ou de circonscription. Et à, à gagner étape par étape une posture scientifique et collective vis-à-vis de leur expérimentation éducationnelle du quotidien. Donc, posture scientifique, donc l'idée c'est de les accompagner à suivre une posture réflexive, mais collaborative. Donc, et collaborative, on essaie de faire une collaboration qui soit la plus large, la plus grande possible. Donc, d'une part, on invite le collectif à avoir des objectifs communs. En gros, on invite toutes les personnes qui participent à ces ateliers, on leur dit, OK, on a des objectifs communs. Quels sont ces objectifs? Et ensuite, on met en place des actions qu'aussi on met dans le commun. Donc, et peut-être moi, je fais disons, pour enseigner les mathématiques par le jeu. Peut-être que je mets en place, j'utilise cette mallette, mais aussi j'utilise cet outil et aussi j'utilise ce jeu-là. Donc, au lieu de dire que mon action, c'est de faire les trois, je dis en fait, mon action, c'est trois mini-actions. Et en fait, ces actions-là, c'est des actions qui entrent dans le commun et c'est des actions qui peuvent être réutilisées par d'autres, puisque quelqu'un d'autre qui a envie aussi d'enseigner les mathématiques par le jeu, peut-être va pas
vouloir faire ces trois actions ensemble, mais va vouloir en faire juste une de celles-là. Ensuite, on crée des indicateurs communs, c'est-à-dire des indicateurs de réussite communs. Donc, comment est-ce que des actions communes pour faire face à des objectifs communs, quels sont les critères de réussite pour savoir si nos actions marchent ou ne marchent pas? Et ensuite, on extrait des résultats. Donc, chacun partage des résultats qui sont dépendants du contexte. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma classe? Très spécifiquement, quels sont les détails de ma mise en place et qu'est-ce que j'ai observé dans ma classe comme résultat. Et puis finalement, ça vient nourrir un collectif avec lequel on met en place des analyses communes. Ce qu'on fait, c'est des réunions hebdomadaires. Donc, on fait ça tous les mercredis. Demain, on en a deux. Donc, on fait deux réunions, les mercredis à 10 heures et à 15 heures, heure française, dans lequel l'objectif, c'est en gros, c'est de partager quels sont les nouveaux objectifs, quelles sont les nouvelles actions qu'on met en place pour faire face à ces objectifs, pour faire face à ces défis ou objectifs, quels sont les résultats observés, et pour aussi conduire de nouvelles analyses. La plupart du travail se fait par l'écrit. Donc, on invite les enseignants par l'écrit à devenir réflexifs par rapport à leurs objectifs, par rapport à leurs actions, par rapport à leur contexte, et ceci dans des documents collaboratifs qui sont semi-structurés et qui sont en ligne. Donc, un document qui ressemble un peu au document que je vous ai mis et que je remets ici dans le chat, et qui est le document sur lequel je vous invite à partager des questions et si vous avez. Les écrits aussi sont peer reviewés, donc on invite sont reviewés par les pairs. Donc on invite aussi les enseignants à relire le texte écrit par un autre enseignant de façon, donc c'est ce qu'on appelle une révision par les pairs bienveillante. On invite les enseignants à relire ce qui a été écrit par les autres pour apporter des commentaires, pour demander des précisions, pas pour juger si ce qui est fait marche ou marche pas, mais plus pour dire ici j'ai pas trop bien compris, est-ce que tu peux apporter des précisions? Nos réunions sont ouvertes à tout le monde qui veut rejoindre cette démarche de prof-chercheur. Et pendant nos réunions, on a un système qui est horizontal à travers les différents acteurs du système de l'éducation, c'est-à-dire que on a tous des défis communs. On a un grand défi commun, c'est d'améliorer l'éducation. Et après, chacun à son niveau met en place des actions différentes, mais on a tout à gagner si on partage tout cela et on fait tout ce chemin ensemble. Donc, pour vous montrer, donc le document collaboratif sur lequel on travaille ressemble à ça. Donc, en gros, on a une liste de défis dans lequel, donc ça, c'est quelques des défis qui sont liés au confinement et dans lequel c'est des défis communs. Donc, à chaque réunion qu'on fait le mercredi, on fait un tour de table et on demande aux gens de prendre connaissance de la liste de défis, bien sûr, et deuxièmement, de proposer s'ils ont un nouveau défi à ajouter à la liste. Les défis sont si possible spécifiques. Donc, en gros, il faut que ça reste quelque chose qui soit assez spécifique et assez ciblé, pas trop large. S'il est beaucoup trop large, on essaie autant que possible aussi de le subdiviser en défis plus spécifiques. Ensuite, on a des défis qu'on appelle des défis en cours, donc c'est-à-dire les défis pour lesquels on est déjà en train de mettre en place des choses et du coup, on a déjà une idée si ce qu'on met en place marche ou marche pas. Et on a aussi des défis à venir sur lesquels on a un certain temps et sur lesquels il nous reste encore et peut-être quelques semaines avant de mettre ça en place. Donc, on peut s'organiser, on peut planifier ensemble qu'est-ce qu'on va mettre en place pour faire face à ces défis. Ensuite, pour chaque défi, on a un certain nombre d'actions. Donc, pour un défi donné, on peut avoir plusieurs actions pour faire face à ce défi-là. Donc, par exemple, ici, on a comme un défi, c'est comment est-ce que, au début du confinement, un défi, c'était de pouvoir communiquer avec tous les parents de la classe. Donc, pour cela, il y a eu différents types d'actions. L'utilisation d'espaces numériques de travail, la création d'un blog, l'utilisation d'un Padlet et recherche de relais auprès d'acteurs de quartier et faire des visioconférences avec les parents en utilisant Zoom. Donc, pour chaque défi donné, en fait, chaque participant peut ajouter de nouvelles actions. Donc, sur ce document collaboratif, n'importe quel participant peut venir apporter une nouvelle action. Et en fait,
on invite les participants à décrire les actions de façon à être le plus spécifique possible pour que n'importe qui puisse s'en emparer. Donc, par exemple, et, et autant que possible qu'elle ne soit pas liée au contexte personnel. Donc, par exemple, je peux dire, et, pour comment communiquer avec tous les parents de la classe, peut-être que moi, je vais utiliser un blog et aussi faire des conférences Zoom et aussi utiliser un espace numérique de travail. Donc, ces trois actions-là, elles sont distinctes parce que peut-être quelqu'un d'autre va juste utiliser un blog, quelqu'un d'autre va juste utiliser Zoom, etc. Donc, en gros, c'est des actions, c'est des petits modules d'action qui peuvent être autant que possible, que n'importe qui peut s'en emparer aussi facilement que possible. Ensuite, pour chaque, donc, on a des défis communs, on a ensuite des actions qui sont communes, et finalement, on a des retours d'expérience qui sont contextualisés. Donc, en gros, pour chaque défi, on a une action, et en fait, il y a plusieurs enseignants ou plusieurs acteurs qui ont mis en place cette action et qui peuvent avoir une idée si ce qu'ils ont fait marche ou marche pas dans leur contexte particulier. Du coup, pour les défis en cours, chaque participant peut partager son retour d'expérience. Donc, d'une part, apporter quel est son contexte, aussi quels sont les détails de mise en place, parce que, donc, par exemple, et organiser des visioconférences par Zoom avec les parents, et il y a plein de façons différentes de le mettre en place. Ça dépend des parents, ça dépend du prof, etc. Peut-être que c'est hebdomadaire ou toutes les 2 semaines. Donc, détails, détails de mise en place. Et ensuite, résultats observés et qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. On incite autant que possible aux participants d'apporter ces retours d'expérience qui soient de façon spécifique. Donc, du coup, la démarche, donc, à ce stade, donc, juste pour vous dire, l'idée c'est, euh, aujourd'hui, par exemple, par rapport à la crise de coronavirus, en tant qu'enseignant, disons, j'ai mis en place plein de choses pour faire face à ce grand défi de l'éducation à distance, etc. Si je veux partager ce que j'ai fait, il y a deux options. Soit j'écris un énorme pavé, donc j'écris un grand texte ou un mail énorme ou un document dans lequel je décris quel a été mon plan d'action et ensuite je décris tous les résultats. Et auquel cas, si on a, disons, 120 et 1000 de textes comme ça, en fait, il est très difficile de voir quelles sont les choses en commun entre ces textes-là. Et l'autre option, en fait, c'est de suivre cette démarche dans laquelle on se dit, en fait, on met dans le commun des défis, on met aussi dans l'espace commun des actions, et ensuite nos retours d'expérience, c'est vraiment des choses très précises et contextualisées. Comme ça, en fait, du coup, un enseignant qui participe dans cette démarche-là, son grand pavé où il va décrire toute son histoire et tout ce qu'il a mis en place, en fait, ça va se morceler et il va venir apporter des petits éléments dans différentes parties de ce grand document collaboratif dans lequel il y a à ce jour une trentaine de défis, il y a plus de 70 actions différentes et du coup, et aujourd'hui, on a plus de 100 retours d'expérience contextualisés. Donc, on incite autant que possible aux participants en fait, de faire que le retour d'expérience soit pas juste un élément unique, mais soit une petite pierre qui vient s'ajouter à un édifice. Donc, si quelqu'un a déjà apporté s'il y a déjà deux, trois retours d'expérience pour une action donnée, moi aussi, je peux apporter mon retour d'expérience parce que, peut-être mon contexte n'est pas exactement le même. Peut-être que je n'ai pas observé exactement le même. Et si j'ai observé exactement les mêmes choses, j'ai tout intérêt je peux aussi apporter mon retour d'expérience juste pour confirmer, pour dire oui, en effet, moi aussi j'ai observé ceci, c'est super. Donc, quand on a un certain nombre de retours d'expérience pour une action donnée, on a ce qu'on appelle un travail de synthèse. Donc là, on a dit quand on a plus de 3 de retours d'expérience pour une même action, en fait, on fait une production d'une vision d'ensemble dans laquelle on invite, c'est aussi les enseignants qui font ce travail, ou les participants au collectif qui font ce travail-là, de relire tous les retours d'expérience pour une action donnée et aller identifier dans chaque retour d'expérience
et quels sont les contextes dans lesquels ça a été utilisé et dans quelle discipline ça a été mis en place, quels sont les types de mis en place côté enseignant, côté élève, et quels sont les résultats positifs et négatifs côté enseignant, côté élève. Donc en fait, c'est un travail on pourrait dire que c'est une méta-analyse, pour reprendre un terme utilisé souvent en médecine, ou en gros une analyse et de ces récits contextualisés pour avoir un peu une vision d'ensemble sur globalement cette action-là, à quel point elle permet de faire face à ce défi-là, et surtout les résultats qu'on donne. Donc, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, c'est basé sur quoi? C'est basé sur quel type de contexte, avec formation côté enseignant, côté élève, et quelles sont les données manquantes. C'est-à-dire, si demain, j'invite quelqu'un à apporter aussi son retour d'expérience, et qu'est-ce qu'il faut qu'il apporte comme information pour venir nourrir les données qui nous manquent. Est-ce que cette action elle peut s'utiliser à tous les niveaux, pour les enfants de 6 ans, mais aussi pour les enfants de 10 ans, 11 ans, 12 ans, ou même plus grands. En plus, pendant ce travail de synthèse, du coup, ce qui est fait, c'est que les participants vont relire les différents retours d'expérience et vont extraire les données pour venir compléter un tableau structuré. Quand ils extraient les données, des fois, ils vont se rendre compte qu'il y a des données qui manquent. C'est-à-dire qu'il y a des informations dans le retour d'expérience qui ne sont pas précisées. Du coup, ce qui est fait par les personnes qui mettent en place ces résumés, c'est qu'ils commentent, ils posent des questions aux personnes qui ont apporté ces retours d'expérience. Donc, ils disent, est-ce que tu peux apporter des précisions? Tu as fait ça dans quelle classe? Comment tu as mis ça en place avec les élèves? Quelles consignes as-tu donné aux parents pour mettre en place ça? Et du coup, ensuite, du coup, c'est un système de rétroaction sur les retours d'expérience par commentaire qui permet d'améliorer ses commentaires. Donc, quand quelqu'un revient voir les retours d'expérience qu'il a partagés, il pourra voir ces commentaires qui ont été posés par d'autres pour venir apporter les précisions nécessaires. On a aussi ce qu'on appelle les défis à venir. Donc, le défi à venir en ce moment, c'est le déconfinement. Donc, comment on va mettre en place le retour progressif à l'école? Donc, en France, à partir de lundi prochain, il y aura un certain nombre d'étudiants en école primaire qui vont venir à l'école. Comment est-ce qu'on peut gérer les gestes barrières avec les élèves? Comment on peut organiser l'école? Et comment on va gérer le moment de la sortie des élèves? Bref, il y a un tas de questions, il y a un tas de défis. Et c'est des défis pour lesquels on ne sait pas encore si ce qu'on met en place marche ou marche pas, mais on peut avoir une idée a priori et on peut essayer de éliciter quels seraient nos critères de réussite a priori et nos justifications. Comment est-ce qu'on sait si ce qu'on va mettre en place marche ou marche pas? Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on fait exactement la même démarche, on a des actions communes, mais au lieu de demander des résultats observés, des retours d'expérience, on demande des résultats attendus. Donc, dans ton contexte, comment tu veux mettre en place cette action-là et selon toi, quels seraient les critères de réussite pour dire si ce que tu fais marche ou marche pas et aussi de points de vigilance. Ensuite, à partir de ça, on crée des indicateurs communs. Donc, en gros, l'idée, c'est à partir des résultats attendus, ça va être de identifier des indicateurs de réussite communs à toutes les actions d'un défi donné. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place et qu'en fait, c'est demain la première fois qu'on va le tester. Donc, malheureusement, j'ai pas de résultats ou en tout cas de méthodologie exacte à vous présenter sur ça. Mais l'idée, ça va être de créer des indicateurs et ensuite intégrer ces indicateurs. Donc, ça va être des indicateurs quantitatifs et ensuite intégrer ces indicateurs quantitatifs d'une part dans les retours d'expérience ainsi que dans les synthèses. Donc, pour ces actions, quand ces défis, le défi du déconfinement va devenir un défi en cours, on va inviter les participants quand ils donneront leur retour d'expérience, en plus de dire quels sont les résultats positifs et négatifs avec du texte, on va aussi leur demander d'apporter les indicateurs quantitatifs qui ont été produits par le collectif dans ce travail en amont. Nous avons aujourd'hui, donc tout ce travail collaboratif se passe sur un même document collaboratif en ligne. Donc c'est un document qui aujourd'hui il fait 500 pages, c'est vraiment énorme, et dans lequel
Et il y a beaucoup dans lequel, bref, ça devient difficile à naviguer dessus. Du coup, on a mis en place un site internet que je vous invite à découvrir. Le lien, il est sur la slide, profchercheur.cri-paris.org, dans lequel vous pourrez découvrir les défis en cours, les défis à venir, les différentes synthèses, aussi une description de la démarche telle que je vous l'ai présentée aujourd'hui. L'onglet contribuer, malheureusement, il n'est pas encore vraiment à jour. Il y a juste mon adresse mail, mais c'est déjà ça. Si les gens entrent en contact avec moi, c'est pas mal. Et, et ensuite, donc, voilà. Et aussi l'onglet recherche où on est en train essayer de mettre en place des protocoles de recherche pour expliciter tout cela. Aussi, on a un onglet, donc je vous ping un peu. On a un onglet Frequently Asked Questions ou questions-réponses qui est à ce jour vide. Et en fait, j'espère, grâce à vos questions et à réponses, réussir à commencer à le remplir. À ce jour, nous avons déjà fait 22 heures de visioconférence. En tout, il y a eu, en tout cas, ça c'était hier, mais je sais que ce matin, il y a eu de nouvelles personnes qui ont contribué. Il y a eu 42 contributeurs. Les contributeurs, ils sont répartis un peu partout en France, dans des coins que je connais même pas et j'y ai jamais été, mais je suis heureux de voir que les personnes participent. Et il y a en tout 21 défis en cours et 13 défis à venir. Il y a plus de 100 retours d'expérience pour 73 actions partagées. On a 6 synthèses. Et donc, principalement, c'est des enseignants du primaire, mais aussi aujourd'hui, on a de plus en plus d'enseignants secondaires, des conseillers pédagogiques, d'inspecteurs, de directeurs d'école qui participent à cette démarche-là. Et donc la suite, donc désolé, c'est une grande slide avec plein de choses, c'est ce que j'ai écrit juste avant de commencer la présentation. Donc d'une part, c'est la méthodologie pour la création d'indicateurs qui va être faite entre aujourd'hui et demain, et ainsi que les outils pour produire des synthèses avec des indicateurs quantitatifs. Et finalement, ensuite, l'idée, c'est essayer de créer, de mettre en place des outils pour faciliter le fait que n'importe qui, sans devoir vraiment aller sur le document collaboratif, puisse proposer un nouveau défi, une nouvelle action ou apporter son retour d'expérience. Aussi, on cherche à faire que le dispositif passe à l'échelle. Donc, on a une démarche pour ces temps de visioconférence. Ils suivent tous exactement la même démarche et cette démarche, elle est aussi en cours d'explicitation. L'idée, et donc la question, c'est comment on peut faciliter que d'autres personnes au niveau de sous-communautés puissent aussi animer des collectifs qui mettent en place cette démarche pour faire face à leurs défis localement, mais aussi puissent alimenter cette base de données collective dans laquelle on a en fait un collectif de personnes qui sont un peu partout en France et peut-être demain partout dans la planète, qui ont en fait des objectifs communs, ils ont juste des contextes différents et du coup c'est normal qu'ils... Et du coup, l'idée c'est essayer de les inviter à apporter ces éléments-là. On est en train aussi de mettre en place des systèmes pour inclure des chercheurs en sciences de l'éducation, mais aussi en psychologie, en sciences cognitives, en neurosciences dans la boucle, particulièrement pour la création d'indicateurs et pour l'analyse des données. Donc, il y a une question qui me tient beaucoup à cœur, c'est sur les effets psychologiques adverses du confinement et comment pallier aux conséquences psychologiques du confinement. Et l'idée, ce serait essayer de travailler avec des chercheurs pour identifier, par exemple, des questions simples à poser aux élèves pour essayer d'avoir une idée un diagnostic rapide, disons, de à quel point les élèves ont été affectés négativement d'un point de vue psychologique par le confinement. Et du coup, si tous les enseignants qui disent, OK, moi aussi, je veux pallier aux conséquences psychologiques du confinement, donc c'est un défi à venir dans des profs chercheurs. Et ils pourraient tous, du coup, essayer de poser exactement ces mêmes questions pour essayer tous de voir combien d'élèves ont ces problèmes, ont eu des problèmes et quelles sont les meilleures actions pour pallier à ces conséquences-là. On est aussi en train de, autant que possible, chercher du soutien institutionnel pour valoriser le travail qui est fait par les participants. Donc, on a des enseignants qui ont participé sur les 22 heures de visioconférence à une dizaine, quinzaine d'heures de visioconférence.
Et ce temps-là qu'ils passent, ils le font parce qu'ils sont motivés. Et comme j'ai dit en tout début, et, et donc, il y a de fortes chances que les enseignants se développent professionnellement en mettant en place cette démarche réflexive et collaborative et vis-à-vis de leurs propres pratiques. Et donc, le soutien institutionnel qu'on cherche, c'est essayer de valoriser par du temps de formation ou bien par du temps de travail pour les enseignants et pour les personnes qui participent. Et donc, c'est une démarche qui, donc, bien sûr, elle ne s'applique pas qu'aux défis du coronavirus, ça s'applique à tous les défis. Donc, les enseignants, quand j'ai l'occasion de partager avec eux, c'est généralement ça. Ils disent, ah non, mais aujourd'hui, non, là, j'ai un nouveau défi, c'est de organiser. Donc, avant le coronavirus, mon nouveau défi, c'est organiser la réunion avec les parents. Ou mon nouveau défi, bah, c'est gérer l'évaluation. Ah, maintenant, je vais enseigner et il faut que j'arrive à introduire des nouvelles lettres. Il faut que mon défi, c'est pour ces élèves en particulier qui sont pas encore autonomes en lecture, qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec eux. Donc, ils marchent en cours d'année par succession de défis. Et en fait, si on mettait ces défis en commun, si on mettait les actions pour faire face à ces défis en commun, je pense que ce serait déjà un grand pas de fait pour faire face ensemble à ces défis. Là, on essaie de voir comment inviter autant que possible des chercheurs à venir à cette démarche-là. Donc, en particulier, à identifier des défis pour lesquels ils savent déjà qu'il y a des actions qui marchent et avoir, tout comme on a le retour d'expérience de l'enseignant, on pourrait avoir aussi le point de vue du chercheur par rapport à une action donnée. Et le problème, c'est que, et je pense que le nombre de questions pour lesquelles on connaît des réponses venant de la recherche et le nombre de questions que se posent les enseignants ou les acteurs de l'éducation pour lesquels on connaisse des réponses qui viennent de la recherche est assez faible. Et d'une part. Et d'autre part, j'ai peur que les chercheurs se mettent dans une position de prescription et de choses à faire plutôt que dans une position de, bah en fait, en gros, c'est la recherche, elle dit à peu près ça. Vous pouvez tester et dites-nous aussi dans le terrain comment vous faites en fait et quels résultats vous observez pour voir si ça confirme ou pas. Je pense que la distinction entre les chercheurs et les profs dans l'éducation, c'est et les profs, ils s'intéressent au comment je peux faire ceci, et alors que comment je peux atteindre cet objectif, alors que les chercheurs, ils s'intéressent plus au pourquoi. Et pourquoi est-ce que ceci arrive? Et donc, j'ai l'impression en effet que du coup, il faut trouver le bon endroit pour réussir à articuler et à faire que les chercheurs puissent nourrir les enseignants. Mais aussi, je pense qu'il est possible et d'avoir une relation gagnant-gagnant. Donc, que ce soit pas que le chercheur qui nourrisse les enseignants, mais aussi les enseignants qui nourrissent les chercheurs de données. Et par exemple, si un chercheur il a envie de s'emparer d'un défi et de dire, bah, en fait, le défi sur les conséquences psychologiques dues au confinement, ça m'intéresse beaucoup et je pense que c'est ça les choses qu'il faudrait mesurer. Mais ça m'intéresse de voir aussi, d'une part, qu'est-ce que vous faites dans vos classes et d'autre part, et qu'est-ce que vous observez comme résultat. Il pourrait avoir peut-être une relation donnant-donnant. Et si on arrive bien sûr à articuler cette relation. On assiste à un mouvement, me semble-t-il, un peu ambigu de la part des chercheurs, en se disant attention, on est en train de négliger certains champs de recherche au profit de certaines autres. Et d'un autre côté aussi, on assiste à une autre attitude ambiguë chez les chercheurs qui consiste justement, sous prétexte de neutralité axiologique, comme disent les sociologues, sous prétexte de distanciation, sous prétexte d'objectivité, de neutralité et de beaucoup d'autres raisons de ce type-là, ne veulent pas s'engager. Donc il y a ici une ambiguïté entre une volonté de s'engager et une volonté de ne pas s'engager.
Et je suis un peu étonné, comme sans doute Jean, de ne pas voir beaucoup de chercheurs, me semble-t-il, s'impliquer dans votre, projet. Il faut dire que la problématique de la reconnaissance des chercheurs qui passe essentiellement, actuellement en tout cas, dans le publish ou perish, de publier ou périr, et publier ou périr pas dans n'importe quelle revue scientifique, empêche carrément ceux qui ont une obsession de la carrière de s'impliquer dans des projets comme le vôtre.